Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde dédiée à la seconde main digitale. Donc aujourd'hui, je suis Natacha Ruiz et je suis en compagnie de Camille Bringecal de Second Sioux, de Fanny Robert de Noircara, de Maxime Delavallée de Crushon et de Thibaut Boisio de Friperie. Alors, à l'occasion de ce webinaire Fashion Green Day Seconde Vie, nous allons analyser les différents aspects des évolutions du marché de la seconde main. Alors, on constate que ce marché est vraiment en train de prendre une très grande ampleur. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux d'allier écologie et porte-monnaie et ils s'inquiètent de plus en plus pour leur pouvoir d'achat, sont stressés en raison de ces nouvelles anxiogènes ou sont de plus en plus conscients justement de cette crise environnementale qui touche en fait notre planète. Et on constate aussi qu'il y a en plus de 30%, en fait on n'utilise que 30% en moyenne de nos vêtements. La production des vêtements consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources naturelles et d'eau pour qu'ils soient au final pas, voire peu utilisés ou pas du tout recyclables. Donc la seconde main se présente véritablement comme une solution incontournable pour transformer le marché de la mode. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités, du coup, qui proposent des solutions concrètes en rapport avec ce marché de la seconde main. Donc nous allons évoquer les nouvelles opportunités qui se présentent sur ce marché de la seconde main. Comment est-ce qu'on peut améliorer la circularité et intensifier l'utilisation des vêtements pendant leur durée de vie? Quels sont les nouveaux services pour la réparation et l'allongement de la durée de vie des vêtements? Comment les services et produits intègrent cette nouvelle donne écologique. Et donc aujourd'hui, nos invités ont développé des produits et des services aux concepts très différents et variés et qui contribuent justement au développement de ce marché de la seconde main digitale. Alors on va tout de suite présenter vos différents concepts. Donc on va commencer avec Maxime Delavallée. Donc bonjour Maxime, merci Salut d'être là Natacha, aujourd'hui. merci Alors à toi toi pour tu cette as présentation. super. Alors toi tu as cofondé Crushon, qui est une marketplace de mode vintage qui est aussi des événements qui permettent de mettre en relation des friperies et des créateurs éco-responsables avec tout type de clients. Ça fait environ 2 ans que vous avez lancé ce concept. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé avec ton équipe à lancer ce projet et qu'est-ce qui te différencie justement d'autres plateformes qui sont déjà connues? Oui, alors en soi c'était assez simple. Au début on était surtout trois passionnés de mode vintage, donc avec ma fiancée Idem et notre amie toujours Camille, on était toujours depuis le lycée et les premières années d'études nichés dans les friperies. Donc déjà l'histoire commençait bien. Mais c'est surtout pendant nos études aussi à Sciences Po et à Mode Art où on s'est rendu compte que en fait, on s'est rendu compte d'un double constat, c'est que premièrement, la mode était plus du tout viable d'un point de vue socio-environnemental, mais aussi qu'il y avait suffisamment de vêtements sur Terre pour aller habiller la planète sur plusieurs générations. Et donc, on s'est dit, avec nos compétences, avec ce qu'on apprend aussi à l'école, utilisons le numérique pour aller créer une grande communauté unie autour d'une mode et puis d'un monde meilleur. Et donc, pour répondre à cette double problématique, à ce double constat, et notamment à les se différencier aussi de plateformes qui étaient déjà existantes comme Vinted, on s'est axé, on a construit notre projet autour de deux grands axes. Le premier, c'est mettre en avant une offre vintage de qualité, donc pas de fast fashion, pas de Zara ou H&M acheté et revendu tout de suite, revendu aussitôt. Nous, l'idée, c'est vraiment d'aller sourcer des vendeurs professionnels, des professionnels passionnés, des friperies, des créateurs upcycling, pour aller mettre en avant une offre un peu plus pointue, des sélections pointues de vêtements vintage et rentrer pleinement dans une logique une logique circulaire de consommation. Et le deuxième grand axe, c'est d'aller répondre en fait à un nouveau triptyque de la consommation, notamment chez les jeunes. Donc, savoir que 85% de notre communauté, c'est des Gen Z ou des Millennials. Nous-mêmes, on fait partie de ce segment de population. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va consommer la mode d'une manière ou d'une autre, on va chercher à réaliser un acte responsable. On va chercher à améliorer son dressing, à chercher une forme d'unicité stylistique, à personnaliser son dressing. Et surtout, troisième point sur lequel on axe aussi beaucoup chez Crushon notre développement, c'est sur l'aspect authentique du prix. À nouveau, on était trois passionnés de mode vintage à l'origine. Nous, notre politique de prix, c'est de dire que c'est le même prix qu'en boutique en fait. Donc une friperie sur son e-shop Crushon, en vintage market et même en boutique aura les mêmes prix partout. Et donc c'est à travers ces deux grands axes où on va chercher à se différencier et que, à notre avis, on peut prétendre à démocratiser le vintage à la fois responsablement et puis à grande échelle. Et merci beaucoup Maxime pour cette présentation et ces précisions. Alors on va parler maintenant de Camille Brunjekel et de son concept Second Sioux. Alors il s'agit d'une marque de mode éthique proposant des vêtements pour bébés et enfants confectionnés à partir de tissus revalorisés et fabriqués en France, et ce depuis fin 2018. Alors pourquoi est-ce que tu as souhaité créer cette marque
et comment se passe concrètement la conception et la fabrication des vêtements que tu proposes? Bonjour à toutes et à tous. J'ai créé Second Sue en 2017, en fait, quand j'ai eu ma fille. C'est parti d'un constat assez simple, c'est-à-dire que je recherchais comment pouvoir l'habiller de manière responsable, puisque j'ai été déjà sensibilisée à cette cause, notamment par ma maman qui a travaillé dans le prêt-à-porter français pendant de longues années. Et j'ai pas trouvé de solution qui me convenait véritablement, puisque pour moi, il était évident que sa garde-robe allait être composée en majorité de seconde main, mais j'avais envie de pièces aussi qui soient un peu fortes, un peu originales. Et j'ai pas trouvé de proposition qui me convenait entièrement, puisque celle qui existe à l'heure actuelle était quand même basée sur la création de matières premières, donc ce qui me semblait un petit peu aberrant, compte tenu effectivement de la masse de textiles qui existe à l'heure actuelle. Et donc, voilà, j'ai tout simplement, en fait, comment dire, j'avais déjà cette passion de chiner des objets ou des tissus. J'ai fait tout simplement ce que ma maman a fait pour moi et ce que nos grands-mères faisaient et nos arrière-grand-mères faisaient. C'est-à-dire que j'ai pris du linge de maison avec des motifs qui me plaisaient et j'ai commencé à confectionner des vêtements pour ma fille. Et donc, j'ai souhaité après pouvoir proposer cette offre au plus grand nombre. Et quand j'ai voulu créer mon activité, pour moi, il était primordial que cette création d'activité ait au pire aucun impact, au mieux un impact positif sur son environnement et son écosystème. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment réfléchi l'ensemble de la démarche de la manière la plus vertueuse possible, même s'il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Donc voilà, et sachant que je venais également de l'associatif, pour moi c'était important de pouvoir intégrer un volet social dans cette démarche. Donc c'est pour ça que je me suis directement orientée vers des ateliers avec des personnes en insertion pour la confection des vêtements. Donc, très concrètement, aujourd'hui, Second Sue propose des vêtements pour les bébés et les enfants jusqu'à 4 ans, avec des textiles qui sont achetés auprès du relais Atlantique et qui sont ensuite envoyés en blanchisserie et en atelier, toujours avec des personnes en insertion, que ce soit à Calais ou dans la région nantaise. Et merci beaucoup Camille pour cette présentation, super projet. Alors maintenant on passe avec Thibaut Boisio. Bonjour Thibaut. Alors toi tu es le cofondateur de Friperie, un logiciel qui a pour but d'optimiser la seconde main en magasin afin de redynamiser les lieux de vente. Et ça tu l'as lancé avec ton équipe en février 2020. Et donc quelle a été votre motivation pour créer ce logiciel et comment est-ce que vous travaillez avec les marques et les distributeurs? Yes, merci beaucoup. Bonjour Natacha. Donc nous, en fait, le point initial, c'est que moi, j'achetais de base de la seconde main, souvent sur des plateformes en ligne comme Vinted par exemple, et j'ai été déçu d'une expérience d'achat une première fois, une deuxième fois. Une fois, c'était pour l'état du produit, une fois, c'était pour la taille du produit qui ne correspondait pas. Et en fait, au bout de 2 déceptions, je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes comme moi qui sont déçues, insatisfaites de leurs achats sur des plateformes. Et je trouvais un peu dommage finalement d'acheter des produits pour ne pas les mettre parce qu'ils ne me correspondaient pas. Et donc, j'ai commencé à analyser un peu les expériences clients sur ces plateformes-là. Et il se trouve que beaucoup de gens se plaignent côté vendeur, côté acheteur, de l'expérience qu'on trouve sur certaines plateformes en ligne. Du coup, il y a par exemple des pages sur Facebook, sur Twitter, sur Insta qui montrent un peu ces problèmes rencontrés avec les pages, je ne sais pas si vous connaissez, les perles de Vinted, les pépites de Vinted. Et en fait, de l'autre côté, l'autre constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, le marché est aujourd'hui globalement concentré sur les plateformes en ligne, mais il échappe totalement aux autres acteurs classiques, les retailers, les marques, les indépendants de vêtements, alors que c'est eux de base qui vendaient ces vêtements neufs. Et en fait, en analysant un peu aussi leurs problématiques à eux, on voit qu'il y a des problèmes de flux, de faire venir des gens en boutique. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réconcilier un peu les intérêts et des consommateurs et des magasins pour démocratiser, on va dire, l'accès à la seconde main et faire en sorte qu'elle soit disponible, on va dire, partout et pour tout le monde, c'est-à-dire dans les boutiques directement de prêt-à-porter qui, de base, vendaient du neuf et qui vont progressivement vendre de la seconde main. Donc, Friperie, c'est né comme ça. Le consommateur pourra donc ramener des vêtements qui ne portent plus directement au magasin, qui va être revendu directement au magasin, donc à d'autres personnes dans le magasin, et en échange d'un bon d'achat quand le produit sera vendu. Comment ça fonctionne? Donc nous, on est un logiciel, on veut permettre en gros à nos clients, donc on est en B2B, d'optimiser le marché seconde main et faire en sorte que eux, ils aient à se concentrer que sur leur métier, la vente, et que toutes les choses un peu plus embêtantes et automatisables, on puisse les automatiser. Donc nous, on a 3 briques aujourd'hui technologiques. La première, c'est un pricing, parce que si le prix de reprise du vêtement est mauvais, s'il est vendu trop cher, personne ne voudra l'acheter. S'il est vendu trop peu cher, personne ne voudra le revendre. Donc on s'occupe de la partie prix par rapport aux data qu'on va pouvoir récolter. Puis en plus, on va pouvoir gérer du coup ces data avec un système de fidélité. Donc on va pouvoir
tracer et historiser les comptes clients créés, on va gérer les stocks, enfin, on va pouvoir avoir la vision sur les stocks en temps réel, avoir des reportings financiers, environnementaux sur la seconde main en magasin. Et en fait, toute cette data-là permet à la suite, par la suite, de faire une communication plus personnalisée auprès des consommateurs. On va par exemple, un client créé sur le logiciel, on parlait de dire de ramener ses anciens articles directement par message, qu'un de ses produits a été vendu et alors lui envoyer un bon d'achat de manière automatisée, lui dire qu'un produit qui correspond à ses préférences est rentré en magasin et du coup permettre de finalement faire en sorte d'optimiser ce marché et que les produits de seconde main puissent être vendus et que effectivement la seconde main soit disponible partout et pour tous. Donc finalement, nous, on est une solution digitale, mais notre but, c'est vraiment de redynamiser le commerce physique et de supprimer les mauvaises expériences clients de certaines plateformes pour simplifier l'accès à la seconde main. Voilà. Ok, merci beaucoup. Concept très utile. Et du coup, donc, on passe à Fanny Robert. Bonjour Fanny. Donc là, on passe dans l'univers des bijoux. Donc, on change un petit peu du vêtement. Donc, toi, tu as imaginé Noir Cara, un site qui propose une sélection de bijoux de seconde main que tu chines. Donc, tu chines des pépites au style vintage, certifiées, authentifiées en or 18 carats. Alors, quel a été ton déclic pour lancer Noir Cara et comment est-ce que tu fais justement cette sélection de bijoux que tu proposes sur ta plateforme? D'accord. Donc bonjour Natacha, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Alors en effet, moi j'ai créé Noir Cara. Donc Noir Cara, c'est un e-shop dédié aux bijoux vintage uniquement en or 18 carats. Mon objectif c'est vraiment de dénicher des pépites, comme je les appelle, pour les faire revivre et les remettre sur le devant de la scène. Au niveau de la sélection, je vais plutôt m'axer sur un style rétro vintage, mais qui reste quand même intemporel, dans le style un peu des bijoux de nos grands-mères. Moi, il faut dire que c'est de là d'où me vient mon inspiration, parce que j'ai toujours beaucoup aimé les bijoux, j'en ai toujours beaucoup porté. Je constatais une vraie différence de qualité, de robustesse, de brillance et aussi de teneur à travers le temps par rapport aux bijoux fantasy, bien qu'ils soient en plaqué or, et par rapport à ces bijoux anciens. Donc ça a été le déclic. À noter voilà, que toutes les pièces sont uniques et certifiées et authentifiées en or 18 carats. C'est vraiment un point sur lequel j'insiste et pour moi c'est un choix assumé d'offrir des bijoux en or. Parce que c'est offrir la qualité et ainsi leur permettre aux bijoux de vraiment perdurer à travers le temps. Et derrière Noir Cara, voilà, il y a toute cette histoire de bijoux anciens, de bijoux qui ont une âme, pouvoir les remettre sur le devant de la scène et les faire continuer de vivre de génération en génération. Donc voilà, donc choisir Noir Cara, c'est faire le choix d'un bijou durable également grâce à la bijouterie circulaire et c'est un vrai choix assumé de vouloir des bijoux plus responsables et plus durables. Ok, merci Fanny. Très beau projet aussi. Donc, on voit vraiment de belles initiatives, des beaux concepts de seconde main. Alors, on voit que vos projets sont encore assez jeunes, puisque la plupart, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils existent. Alors, quel bilan est-ce que vous faites à ce jour de votre développement, de vos activités sur ce marché de la seconde main? Quels sont déjà vos retours clients? Quels sont éventuellement les freins que vous pouvez rencontrer? Notamment Thibaut, toi, ça fait que depuis février. Donc, comment s'annoncent les choses pour vous? Effectivement, le projet est assez jeune. On bosse ensemble nous, depuis moins d'1 an. Maintenant, on a vu pas mal les choses changer depuis cette période, enfin depuis février. On a vu qu'il y avait un changement vraiment radical sur le côté seconde main et de comment les entreprises ont vu la nécessité d'intégrer la seconde main dans leur offre. On voit aujourd'hui que beaucoup d'entreprises déjà ont envisagé la seconde main et commencent à en installer. On voit par exemple Kiabi qui vient de se lancer très récemment. Mais surtout, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience aussi finalement de tous les acteurs. C'est-à-dire que nous, on parle à la fois aux marques, mais on parle aussi aux indépendants, on parle un peu à tout type de vendeurs physiques de neuf de base. Et en fait, on voit que tout le monde commence à vraiment vouloir intégrer la seconde main. On a des clients d'ailleurs, des personnes qui viennent directement vers nous pour vouloir intégrer la seconde main. Et en fait, depuis, on va dire, le déconfinement, on voit que les acteurs ont vraiment compris qu'il fallait s'y mettre. Et d'ailleurs, il y a un de nos clients qui nous a dit il y a une semaine, la seconde main, ça se fera avec ou sans nous, donc autant le faire avec nous finalement dès maintenant.
En ce qui concerne les freins, pour le coup, je pense qu'il y a un peu un round d'observation en ce moment. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent s'y mettre, qui sont en train de chercher les solutions de seconde main, mais il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs qui ont franchi le pas. Enfin, ils sont très peu nombreux en tout cas. Ils attendent, je pense, de voir un peu ce qui se fait chez les autres avant de se lancer. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi où c'est quand même un peu long finalement de mettre en place ça dans l'ensemble des points de vente. Donc, je pense que le côté un peu lenteur, ça reste un frein. Et maintenant, c'est aussi pour ça que nous, on veut évangéliser un peu le marché en ayant quelques premiers clients qui vont nous permettre de justement montrer aux autres l'importance de la seconde main, en sachant qu'effectivement, eux, c'est quand même un choix un peu stratégique que d'installer un corner de seconde main en magasin. C'est pas juste une modification comme ça anodine. Il y a quand même d'autres aspects à traiter derrière en termes de merge, tout ça, sur lesquels d'ailleurs on accompagne aussi nos clients. Et c'est pour ça que finalement, ils vont mettre du temps à se décider. Mais ce qu'on voit en tout cas depuis quelques mois, c'est que beaucoup d'acteurs s'y mettent. Beaucoup d'acteurs viennent directement vers nous justement parce qu'ils cherchent des solutions. Et il y a vraiment eu un effet Covid par rapport à ça. Donc maintenant, on sait que la seconde main va arriver dans les rayons. Et la question, c'est quand finalement? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans 1 an pour certains? Mais en tout cas, la seconde main arrive dans les rayons. Et c'est super encourageant du coup pour le développement de Friperie. On souhaite plein de succès en tout cas. Merci beaucoup. Et du coup, Fanny, de ton côté, comment se développe ta plateforme depuis que tu l'as lancée? Alors moi, j'ai lancé pas beaucoup de temps avant Thibaut parce que c'était en novembre 2019, donc ça fait un peu moins d'1 an. Et le bilan de l'Arcara est très positif. Je note un vrai engouement au niveau du bijou d'occasion. Parce que voilà, là, on en a la preuve aujourd'hui. La majorité des personnes du secteur du seconde main sont plutôt axées sur la mode vestimentaire. Et moi, je trouve ça très bien. Et la mode vestimentaire, c'est un très bon moyen d'aborder le sujet du vintage, du seconde main et de la mode responsable. Mais voilà, il y a d'autres secteurs qui sont peut-être un peu moins visibles, comme les accessoires, les bijoux, qui eux aussi ont leur preuve à faire. Et je le note vraiment par rapport aux commentaires de mes clientes qui sont généralement ravis de découvrir un site spécialisé dans les bijoux de seconde main. Dans la mesure où ça faisait longtemps que je cherchais où je pouvais trouver une bague de fiançailles vintage ou bien alors tout simplement un bijou de baptême ou un bijou pour soi. Et auparavant, voilà, il y avait des plateformes comme Le Bon Coin, mais ça demande d'avoir un peu le virus du seconde main. Moi, je sais que j'ai toujours adoré chiner, donc aller chez les brocanteurs, les antiquaires, les bijoutiers, Le Bon Coin, comme je disais, tout type de plateforme pour trouver des bijoux anciens, ça me plaisait, mais il fallait aussi penser digital, et moi c'était l'idée derrière Noircara. Et la bijouterie, voilà, n'est pas forcément un secteur facile au début. C'est ce que je me disais, parce que je me disais par rapport au prix, est-ce que la digitalisation ne va pas plutôt être un problème? Et en fait, c'est un vrai tremplin parce que ça permet aux clients d'avoir un catalogue en temps réel, là où quand on va chez un antiquaire ou un revendeur de bijoux, malheureusement c'est au petit bonheur la chance, on y va le samedi matin et on voit ce qu'il a. Là, c'est vraiment un catalogue en temps réel et un conseil client disponible, je ne vais pas dire H24, mais on va dire très présent sur Instagram et qui permet de répondre aux questions des clientes. Et au niveau du frein, moi je dirais que c'est plutôt la pièce unique. Donc je pense que ça, on retrouve ce frein dans, à mon avis, pas mal de nos business, mais voilà, c'est un travail vraiment de fourmi, de déjà dénicher le bijou pour ma part ou le vêtement. Et puis après, il y a tout ce qui est remise en état, publication des fiches produits, photos. La chaîne est très longue et ça peut être un frein en effet. Ok, merci. Mais en tout cas, on te souhaite aussi que ça ait du succès parce que c'est une belle initiative. Et du coup, Camille, toi, comment est reçue ta marque, justement, ton concept? J'ai plutôt un bon accueil pour l'instant, donc c'est plutôt agréable. C'est vrai que j'ai débuté moi fin 2018, mais quand je dis que j'ai débuté sur Onshoe, c'est-à-dire que je faisais moi-même les vêtements avec ma petite machine familiale et je vendais sur le marché. Donc ça a un petit peu évolué quand même depuis. Les retours que j'ai sont plutôt appréciables puisque concrètement d'expérience, j'ai pu voir que les personnes ne voyaient pas les vêtements seconde shoe comme des pièces de seconde main, mais vraiment comme des vêtements neufs.
Donc, ce qui est plutôt très encourageant parce que ça me permet vraiment de m'adresser à deux typologies de clients et de clientes, c'est-à-dire autant les personnes qui ont une vraie démarche éco-responsable et qui recherchent une vraie alternative, mais d'autre part aussi des personnes qui viennent chez Second Sue pour l'esthétisme des pièces et pour le coup de cœur. Et le fait que ça soit fait en France par des personnes en insertion avec un ancien rideau, par exemple, ça va être la cerise sur le gâteau, la petite histoire qu'ils vont pouvoir raconter après. Donc ça, c'est vraiment encourageant parce que du coup, ça permet d'amener des gens qui sont pas du tout sensibles ou éclairés au sujet de la mode éthique, justement vers cette mode grâce à des pièces coup de cœur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'encourageant. J'ai beaucoup de messages qui me disent félicitations. Ça faisait longtemps que je cherchais ce type de projet justement et que je n'arrivais pas à trouver. Donc voilà, l'accueil est vraiment très favorable. Et concrètement, en termes de résultats, on a fait parvenir un questionnaire à nos clientes le mois dernier pour avoir un retour sur le coût, sur les modèles, sur les prix, voilà, sur plein de choses différentes. Et les retours sont plutôt positifs puisque il y a 88% des répondants qui se sont dit satisfaits ou très satisfaits du rapport qualité, prix, éco-responsabilité. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, après, au niveau des freins, c'est exactement ce que Fanny a dit, c'est-à-dire le système de pièces uniques. Voilà, pièces uniques ou vraiment toute petite série. Après, en ce qui me concerne, je suis en train justement de réfléchir à des alternatives, puisque concrètement, aux bijoux vintage qui sont pour le coup, enfin, aux seconde main qui sont vraiment pour le coup en pièces uniques, moi j'ai la possibilité éventuellement de faire des un peu plus grandes séries, mais voilà, ça c'est des choses à mettre en place. Mais en tout cas, le bilan pour l'instant est vraiment plutôt très favorable, d'autant que je suis suivie aussi bien par les professionnels que par le grand public, donc voilà, c'est plutôt encourageant. Ok, super. Ben, pareil, on souhaite plein de succès à ta marque et que ça puisse inspirer même d'autres personnes à faire ce type de concept dans d'autres domaines. Et de ton côté, Maxime, du coup, toi, tu as fait un événement il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Exact, le week-end dernier. Oui, voilà. Et comment ça s'est passé? Comment ça se développe prochaine? Ça se développe plutôt bien. Alors nous, c'est vrai qu'on reste un projet quand même jeune. Ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant qu'on est lancé. Mais on a pu vraiment voir cette tendance de fond qui s'est accélérée. Donc on aura l'occasion, je pense, d'en parler un peu plus tard. Mais c'est un marché qui est vraiment en plein boom. En Europe, la seconde main, ça pèse 14 milliards, dans le monde quasi 30. Ça s'accélère de plus en plus vite. Plus en plus surtout, nous, on vise vraiment une communauté assez jeune, mais c'est vraiment ceux qui vont porter ce nouveau marché avec un taux d'adoption beaucoup plus fort. Et donc, chaque année, on sent qu'il y a vraiment un certain progrès, une certaine croissance. Donc, à notre échelle, sur le en ligne, par exemple, entre 2020, de 2020 comparé à 2019, on va connaître une croissance qui sera supérieure à 1000% sur notre segment en ligne. Le contexte aussi nous a aidé là-dedans, mais je pense que derrière, il y a aussi vraiment une réelle tendance de fond qui est en cours. Côté satisfaction, c'est vrai qu'on essaye aussi comme Camille le soulignait, d'envoyer des questionnaires à nos clients pour essayer d'avoir des retours assez concrets sur lesquels retravailler dessus. On se rend compte que nous, on a plus de 9 clients sur 10 qui sont satisfaits, justement parce qu'on fait aussi ce suivi de la satisfaction, qu'on assure un service client, parce que c'est vrai que, comme Thibault le soulignait aussi, à travers certaines de ses expériences avec Vinted, on peut tomber sur des tailles qui sont pas totalement correctes, on peut tomber sur des qualités de produits qui sont pas totalement comme on l'espérait. Donc là-dessus, c'est important aussi d'avoir ce soutien-là. Mais donc, il y a cette tendance de fond qui va pousser notre communauté aussi à grandir assez organiquement. Alors après, il y a forcément ce travail pour aller améliorer tout au long du processus d'expérience, mais dans l'ensemble, tout grandit bien, même côté vendeur, où on sent qu'il y a de plus en plus de jeunes, même de moins jeunes d'ailleurs, qui décident de se lancer en indépendant, en tant que semi-professionnels, sur des phases un peu de transition, qui veulent ouvrir leur showroom, leur magasin, leur boutique à plus long terme. Et aussi, du coup, on les accompagne et on voit même que du côté du coup supply, on a maintenant un peu plus de 350 vendeurs pro passionnés en France et en Europe qui nous rejoignent. Au niveau des freins, les freins opérationnels, Fanny et Camille en ont bien parlé, l'aspect unique de la pièce, ça peut être un bon atout marketing aussi, parce que mine de rien, on peut mettre en avant le fait que c'est une pièce unique et qu'en ça permet de créer une unicité stylistique. Après, c'est un vrai défi logistique au quotidien. On commençait aussi au début en 2018, je me souviens, avec beaucoup de commandes où justement il y avait des erreurs de stock, c'était assez problématique. Donc on travaille vraiment là-dessus. C'est vraiment notre travail de fond. Maintenant, on a réussi à réduire ça à seulement quelques cas très minimes sur la plateforme.
Mais sinon, un des freins qu'on a, finalement, c'est aussi une problématique de financement à l'heure actuelle, qui s'applique, à mon avis, à tous nos modèles quand on commence comme ça assez jeune. Mais finalement, pour accélérer notre croissance, pour nous développer, nous, le but, c'est d'essayer de se projeter prochainement en Europe. On va avoir un moment un frein au financement. Et donc, pour Crushon, en tout cas, on commence à préparer dès maintenant notre seconde levée de fonds pour accélérer notre développement en Belgique et en Allemagne et puis participer à nouveau à cette tendance de fonds pour vraiment construire la mode de demain. On vous souhaite plein de succès pour cette levée de fonds et vous faites vivre une belle expérience autour du seconde main. Donc pareil, on espère que ça va conquérir toujours plus de personnes. Succès à tout le monde. Et donc là, l'idée, c'était de voir un petit peu avec vous quelles sont les prévisions que vous pouvez envisager concernant ce marché de la seconde main. Donc par exemple, pour toi, Camille, comment tu vois les choses par rapport à ton concept en lien avec la seconde main? En lien avec la seconde main, alors c'est vrai que le marché de la seconde main enfant est à part entre guillemets, enfin le marché de la seconde main, c'est pas un mystère, croît, il va continuer de croître. Celui de l'enfant se développe d'autant plus que un enfant grandit vite, il se tâche, il abîme ses vêtements, enfin, il vit dans ses vêtements. Et donc, pour les plus petits, la consommation actuelle veut même qu'on change la garde-robe tous les 3 mois pendant la première année. Donc finalement, on se retrouve avec beaucoup de vêtements et c'est vrai que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas investir dans des pièces de première main pour le vestiaire de son enfant. Ce que je dis souvent, c'est que la garde-robe parfaite d'un enfant est 70% seconde main, 30% seconde sioux. Et du coup, la consommation en plus actuelle, donc effectivement, on le disait tout à l'heure, 30% d'une garde-robe adulte n'est généralement pas portée, pardon, on ne porte que 30%. Mais pour l'enfant, c'est pire encore entre les cadeaux de naissance, les cadeaux d'anniversaire. On se retrouve avec une garde-robe immense. Et finalement, on se retrouve avec un marché de la seconde main qui n'en est pas vraiment un, puisqu'on a énormément de vêtements neufs sur ce marché de seconde main. Donc voilà, c'est un marché un peu particulier. Après, c'est vrai que l'upcycling a encore son épingle à tirer du jeu, puisqu'on est vraiment entre le produit neuf avec la création de matières premières qui va avec et la seconde main, qui est très bien, il faut continuer à encourager, mais où on peut avoir un peu plus de difficulté à trouver une pièce un peu plus originale, un peu plus forte, si on ne sait pas où chercher ou si tout simplement on n'a pas le temps. Je parle vraiment pour l'enfant notamment. Donc c'est vraiment une alternative favorable concrètement on utilise la matière existante qui est juste énorme et le linge de maison qu'on peut trouver notamment, enfin, en tout cas pour ce qui est de Second Chou, ça reste du linge de maison souvent de qualité et ça permet de faire des vêtements qui malgré tout, même si c'est fait avec des matières déjà existantes, qui sont de qualité. Donc voilà, pour moi, en plus du marché de la seconde main qu'il faut encourager, il y a aussi l'upcycling qu'il faut bien garder en tête pour faire un bon mix. Oui, donc on retient upcycling, seconde main et faire une nouvelle qualité, recréer de nouveaux vêtements, de nouvelles valeurs finalement avec les tissus existants, les vêtements existants. Super, merci Camille. Et du coup, Maxime, qu'est-ce que tu penses justement de ce principe de toutes ces plateformes de seconde main? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retomber dans une surconsommation à force d'acheter des nouveaux produits, se dire finalement on va le mettre sur une plateforme de seconde main? Est-ce qu'il n'y a pas un risque selon toi et qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça et je pense que justement des projets comme Second Shoe qui mettent aussi en avant l'upcycling permet au moins d'atténuer ce risque-là, même s'il est bien existant. À nouveau, c'est un marché qui est vraiment en plein boom. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs émergents. On le voit aujourd'hui. Moi, je découvrais Noircara aussi. Je trouve ça assez fantastique. On a souvent eu le retour qu'on manquait un peu d'accessoires aussi sur Crushon. Donc, avec des initiatives comme ça, c'est vraiment top. Pareillement, au festival le week-end dernier, on a pu avoir comme intervenant notamment Care Fashion ou la Fondation Good Planet qui s'engagent vraiment au quotidien sur des problématiques aussi liées à l'économie circulaire. Il y a toujours cette tendance de fond, pouvoir public aussi en France et en Europe qui commence à prendre leurs responsabilités pour aller développer la filière de recyclage. Mais il n'empêche, alors si on a cette certitude que le marché de la mode circulaire va être fort, il faut se poser la question de quel marché de la mode circulaire. C'est-à-dire quel marché est-ce qu'on veut mettre en avant pour la seconde main. Et nous, c'est vrai que notre vision,
il y a vraiment ce risque de la surconsommation qui peut arriver si on ne met pas en avant suffisamment des vêtements de qualité. Donc la seconde main doit vraiment aller remplacer la fast fashion sur ce point-là. Et ça doit se faire en tout cas avec des produits de qualité, des vêtements qui ont suivi un processus de fabrication et de sourcing responsable, plus sérieux, et bien sûr à faire attention à justement pas remplir la mode circulaire de fast fashion récente en poussant par extension à une forme de surconsommation qui nous ferait sortir en fait de la logique vertueuse de la mode circulaire. Un deuxième point, ça serait aussi que euh, finalement c'est la slow fashion d'aujourd'hui qui va devenir le vintage de demain. Du moins, c'est ce qu'on pense. Donc, il faut vraiment, pour pouvoir assurer cette qualité sur le long terme, il faut vraiment être en mesure d'aller favoriser dès maintenant des créateurs upcycling, des créateurs engagés qui vont être finalement la seconde main de qualité de demain. Aujourd'hui, on a à peu près 20% des vêtements qui sont recyclés en France, en tout cas, qui représentent soit la crème de la fripe, donc vraiment les vêtements en très bon état, parfois de marque, ou alors du vintage. Il faut arriver à favoriser les bons acteurs dès aujourd'hui pour être en mesure d'aller doubler, voire même tripler ce ratio d'ici 2030, et comme ça distribuer à grande échelle des produits qui seront de qualité et atteindre en fait une mode circulaire qui est réellement responsable. Ok, merci pour ce partage autour de cette qualité des vêtements à choisir. Merci. Et du coup, Fanny, alors qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'impact de l'industrie du bijou sur le seconde main, justement, de manière plus spécifique? Oui. Déjà, je suis très contente qu'on aborde ce sujet parce que voilà, depuis toujours, l'or suscite énormément de convoitises jusqu'à dépasser des limites parfois inimaginables. Il faut savoir qu'on produit environ 2500 tonnes d'or par an et qu'on ne connaît pas forcément les dégâts liés à cette conquête de l'or. Des conséquences désastreuses qui vont être tant sur la planète que sur les hommes. Sur la planète, on peut parler notamment de déforestation, notamment pour essayer de trouver les mines d'or. Ces dernières décennies, on a vu la forêt d'Amazonie qui a perdu l'équivalent de 19 000 terrains de football. Mais au-delà de la déforestation, il y a également la pollution, parce qu'en fait, pour séparer l'or, en fait, est un métal qu'on va retrouver dans les pierres, dans les rivières, etc. Et pour séparer ce métal d'une pierre, par exemple, à laquelle il est attaché, on va utiliser du mercure sous forme liquide. Et généralement, ce mercure va se retrouver ensuite dans les cours d'eau, ça va contaminer les poissons vont être mangés par les populations, etc. Donc, il y a un vrai sujet de fond au niveau derrière l'industrie de l'or. Et donc, comme je parlais des populations, la conquête de l'or s'attaque aussi au niveau humain, avec des travailleurs clandestins qui sont généralement payés en lance-pierre, une absence totale de réglementation des conditions de travail très déshumanisantes, beaucoup d'accidents de travail. Donc, c'est pour ça que voilà, pour moi, la bijouterie d'aujourd'hui, la bijouterie moderne doit passer par le seconde main, d'autant plus qu'on a un stock d'or mondial qui est énorme. Il est estimé à 167 000 tonnes, dont la moitié sous forme de bijoux. Donc, bien sûr, il y a toujours les lingots, etc. Mais les bijoux sont très présents. Et c'est pour ça que, voilà, moi, à travers Noircara, c'est vraiment se servir de ces bijoux qui sont déjà produits pour tenter d'endiguer, ou du moins à notre échelle, cette industrie de l'or qui est faramineuse. Merci. Donc, ça peut être intéressant justement d'acheter des bijoux en seconde main pour éviter de contribuer à cette situation liée à ces matières premières. Merci pour cette précision aussi, Fanny. On va finir avec Thibaut. Du coup, quelles sont tes prévisions de ton côté sur ce marché de la seconde main? Merci. Ouais, nous, on a fait une infographie il y a très peu de temps parce qu'on a fait une étude de marché. On voulait voir un peu ce que les gens pensaient de la seconde main et où est-ce qu'il en était. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'infographie sur notre site.
Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens achètent de la seconde main, ça c'est un fait, ça va augmenter, c'est un fait aussi. Il y a 32% aujourd'hui des Français qui achètent de la seconde main, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans, donc c'est énorme. Et surtout, ce que nous, on a vu en faisant notre étude de marché, c'est que de plus en plus de gens vont le faire. Dans les 60% aujourd'hui qui ne le font pas, il y en a quand même 30% qui pensent le faire dans les prochains mois. On a aussi vu vraiment l'impact du Covid avec un dynamisme encore plus fort, on va dire, après le Covid du marché. Il y a une vraie prise de conscience des gens. Là où on pense que nous, le marché va évoluer, c'est que pour nous, les acteurs présents sur le marché vont émerger. Aujourd'hui, il y a une grande concentration sur les plateformes en ligne. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui vont venir, des nouveaux acteurs qui ne sont pas encore sur ce marché et qui vont l'être parce qu'ils ont l'obligation de le faire pour s'adapter à leurs consommateurs. Et nous, ce qu'on pense pour le coup, c'est que les acteurs B2B vont s'y mettre. On voit aujourd'hui Kiabi qui se lance, on voit Decathlon avec le Trocathlon qui le fait depuis des années déjà. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens ont envie de reprendre finalement la valeur qu'il y a dans l'échange de seconde main et de le faire reprendre finalement parce que c'est des produits qu'on vend de base. C'est ce que nous, on pense, surtout qu'on voit aujourd'hui, voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Maxime, la fast fashion qui est en train de se faire dépasser aussi par la seconde main. Ça montre qu'il y a un marché qui est énorme et du coup, les entreprises vont s'y engouffrer. Donc, c'est ce que nous, on pense sur l'évolution du marché. Merci beaucoup, Thibaut. On a bientôt fini cette table ronde. On va conclure avec justement les prochaines étapes que vous êtes en train de mettre en place pour développer vos projets, vos concepts. Et puis, on passera aux questions du public. Donc, Fanny, est-ce que tu veux nous dire un peu quelles sont les prochaines étapes? Oui. Alors, une des étapes de Noircara serait de proposer des bijoux davantage mixtes, parce que la plupart des bijoux actuels sont plutôt des bijoux pour femmes. C'est vraiment par rapport aux trouvailles et aux bijoux que je peux dénicher. Les bagues restent un best-seller, mais l'idée, c'est d'essayer d'apporter des bijoux en règle générale, et je dirais même des accessoires, parce qu'on peut penser aux boutons de manchette, on peut penser aux montres à gousset. Voilà, il y a plein de sous-catégories dans le bijou que j'aimerais bien explorer, toujours dans l'idée de cet aspect écologique évoqué depuis le début, et continuer de transmettre ces beaux objets. Je me pose aussi la question des bijoux recyclés. C'est-à-dire que l'or étant un métal inaltérable, il peut se fondre indéfiniment. Pourquoi pas proposer des créations de bijoux à partir d'or recyclé. Donc voilà, on va dire que c'est les 2 grandes prochaines étapes pour Noircara. Ok, merci beaucoup. Et pour toi, Thibaut? Yes, merci. Nous, du coup, 2 étapes à venir, une, on va dire, plus court-termiste et l'autre un peu plus dans un an. La première, en fait, c'est nous, on réconcilie un peu, on va dire, l'intérêt du consommateur avec celui du commerçant, enfin, de l'acteur physique. On va essayer de créer davantage de valeur et essayer de réconcilier encore plus, finalement, leurs intérêts. La première étape, c'est qu'en fait, nous, on a la vision en temps réel des stocks de seconde main visibles chez nos clients et on va pouvoir faire des vitrines en ligne que nos clients, du coup, pourront afficher sur leurs réseaux sociaux, sur leur site, pour que finalement, les consommateurs puissent savoir directement les vêtements disponibles au sein du magasin et savoir si ça vaut le coup de se déplacer. Finalement, ça sera une vitrine commerciale supplémentaire et des gens pourront très bien des consommateurs pourront demander à être avertis quand un produit correspondant à leurs préférences rentre en magasin. Donc finalement, ça pourra être une veille en disant aujourd'hui je chine tel type d'article, prévenez-moi quand ce pull-là, le modèle précis est disponible et comme ça je pourrai aller l'essayer et l'acheter si ça me plaît. Enfin, du coup, il y a une dernière étape qui est celle que je disais un peu plus long-termiste. C'est, je pense, d'ici un an, c'est ce que nous, on s'est fixé. C'est d'avoir une application B2C où on pourrait référencer l'ensemble des vêtements de seconde main de nos clients et savoir en fait lesquels sont disponibles au plus près de chez soi, en sachant que, encore dans la même logique, on peut rentrer ses préférences et finalement savoir où aller pour trouver des pièces qui peuvent nous plaire et encore une fois les essayer avant de pouvoir les acheter. Avec toujours cette proposition de valeur que nous on veut, c'est vraiment répondre aux besoins à la fois des consommateurs et des boutiques. Parce que si on veut que la seconde main accélère, il faut que tout le monde s'y mette. Et on veut du coup qu'elle soit accessible partout et pour tous. Voilà. Ok, merci Thibaut. Et pour toi, Camille, quelles sont les prochaines étapes?
Alors, les prochaines étapes, là, très prochainement, une refonte totale du site qui n'est pas négligeable. Le site, en fait, est en train d'être fait par Label École, qui, juste pour information, est l'émanation de Label Emmaüs, donc la plateforme de vente en ligne des communautés Emmaüs. Donc, en fait, ce sont des personnes éloignées de l'emploi, donc des personnes en insertion professionnelle qui sont formées au métier du digital pour pouvoir réintégrer le milieu professionnel. Donc voilà, ils sont en train de travailler sur mon site, donc je suis très contente de ce partenariat. Il y a également certains services qui vont être développés, notamment de la personnalisation et de la précommande directement sur le site pour justement pallier éventuellement à cette problématique de pièces uniques et toutes ces problématiques de logistique dont on a parlé précédemment. Le questionnaire aussi qu'on a envoyé nous a fait remonter pas mal d'informations. Donc, on sait qu'on est loin d'être parfait. Donc, il y a encore des optimisations à faire sur certaines tailles, par exemple, certains modèles. L'idée étant vraiment de proposer des vêtements les plus ajustés possibles au quotidien des tout petits. Et puis surtout, on nous a demandé de faire des tailles plus grandes et plus de modèles. Donc ça, c'est aussi quand même particulièrement encourageant parce que c'est-à-dire que les gens ont envie de voir ça. Donc voilà, des nouveaux projets pour le développement de la gamme de produits et des tailles. Et puis un dernier projet qui serait éventuellement, puisqu'à l'heure actuelle, Second Soup travaille uniquement en B2C, donc ça serait éventuellement de développer la partie B2B avec une gamme spécifique pour ce créneau. Voilà, c'est les grands projets pour Second Soup pour 2020-2021 pour l'instant. Ok, merci Camille. Et donc, on finit avec Maxime. Et j'en profite pour te poser une question du public, enfin des personnes qui nous suivent, qui demandent, une personne, MBI, proposez-vous uniquement des pièces vintage vendues par des pros ou laissez-vous la place au site aussi? Donc voilà, si tu veux en même temps donner tes prochaines étapes et répondre à la question. Merci. Ouais, très clair. Bah, je vais commencer par la question. Du coup, ouais, nous, on va aussi accueillir des semi-professionnels, entre guillemets, des gens qui veulent vraiment se professionnaliser, qui ont leur univers, qui veulent créer tout un branding, tout un univers autour de leur sélection. Et on va vraiment les accompagner aussi jusqu'à la professionnalisation de leur projet. Nous, ça nous rend toujours hyper heureux quand on a accompagné certains vendeurs qui avaient au début une cinquantaine, centaine de vêtements et qui maintenant ont déjà pour projet d'aller ouvrir leur première boutique. Donc ouais, pour répondre à la question, on accompagne aussi des particuliers en transition vers ce nouveau métier. Et pour ce qui est justement des projets, c'est finalement assez corrélé, mais on travaille en ce moment sur la V2 de la plateforme. Donc là, vraiment, from scratch, on travaille fort avec les développeurs pour attaquer ça, automatiser beaucoup de flux de données pour pouvoir se concentrer justement sur les besoins très spécifiques de certains clients avec un service client toujours plus réactif. Et puis côté vendeur, leur permettre de mettre en ligne beaucoup plus facilement leurs produits et en fait faciliter leur travail parce que c'est vrai qu'ils vont aller parfois chiner pour certains, c'est vraiment des tonnes de vêtements et donc la mise en ligne doit être aussi simplifiée au maximum. Et donc là-dessus, on va continuer à développer la plateforme, mais aussi des outils tech qui vont nous permettre d'aller accompagner aussi des plus grands acteurs, notamment des centres de tri ou des consortiums de friperie pour leur permettre aussi de mettre en ligne des vêtements à grande échelle. Et sinon, un autre travail de fond qu'on est en train de mener en ce moment, c'est donc la préparation de la levée de fonds. On a déjà pu avoir le soutien de la BPI et d'investisseurs privés engagés un peu plus tôt cette année. Là, le but, ça va être de pouvoir vraiment accélérer notre développement en Belgique et en Allemagne où on a une première traction organique. Et donc, on vise d'ici mars 2021 une nouvelle levée de fonds avec un objectif finalement toujours le même, hein, c'est de continuer à utiliser le numérique pour démocratiser à grande échelle une mode plus responsable et plus juste, donc avec toujours davantage d'acteurs et des communautés toujours plus grandes. Ok, super. Merci beaucoup, Maxime. Alors, on a bientôt fini la table ronde. Je vais juste encore avoir une question pour Thibaut et après, on pourra finir. Et s'il y a des questions, les intervenants pourraient répondre directement dans le chat ou toute personne qui nous suit, vous pourrez contacter les intervenants après la table ronde pour aller plus loin pour poser vos questions. Alors, il y a une question autour des bons d'achat. Sont-ils valables sur la seconde main ou uniquement sur le neuf ? Et une autre personne qui rebondit, n'y a-t-il pas une contradiction quand les vendeurs de seconde main reçoivent un bon d'achat pour du neuf? Voilà, si tu veux répondre Thibaut, et puis on pourra conclure cette table ronde. Yes, merci. Ouais, les bons d'achat sont valables à la fois sur le neuf et à la fois sur l'occasion. Ça va dépendre en fait de nos clients. Donc c'est un peu nos clients qui vont demander, qui vont choisir un peu leurs paramètres. Nous, on leur conseille, on leur dit de mettre sur l'occasion. Maintenant, certains ne le veulent pas, c'est un peu leur choix et ça, c'est pas nous qui allons
on va essayer de pousser, mais on ne pourra pas non plus les obliger à mettre que sur l'occasion. Donc ça va dépendre. Après, le côté contradiction, je vois où est-ce qu'on savait en venir, mais nous, on veut quand même donner un accès finalement à la seconde main, alors qu'aujourd'hui, il y a une impossibilité. On veut quand même finalement donner un accès à la seconde main donc pour pouvoir consommer plus de vêtements d'occasion, qui est quand même une alternative aux vêtements neufs. Donc si des gens achètent des vêtements d'occasion, c'est aussi qu'ils n'achètent pas des vêtements neufs nécessairement. Donc il y a quand même un côté durable que nous, on préconise, même si forcément, on est quand même aussi là pour réconcilier la performance économique de nos clients et que par rapport à ça, il y a des choix qu'eux peuvent faire sur lesquels on n'est pas forcément décideur tout le temps. Voilà. Et vous avez combien de clients B2B? Du coup, Thibaut, il y a une question qui vient de sortir. B2B en termes de boutique. Donc là, on vient de se déployer. En fait, on a fini le software il y a très peu de temps. On attendait la fin des soldes pour se déployer parce que ça allait un peu faire contradiction d'avoir et des produits soldés et des produits seconde main. Donc là, on est en train de se déployer chez nos premiers clients. On a une vingtaine de boutiques chez qui on est en train de s'installer, en sachant qu'il y a des négociations aussi avec des plus grands groupes qui sont forcément plus longues parce que c'est plus structuré. Mais voilà, on a à peu près 20 boutiques. On aura, je pense, une cinquantaine dans un mois en allant après progressivement vers des plus grands groupes. Voilà. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder s'il y a des questions. Il y a aussi des remarques hyper positives sur vos projets. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil dans le chat, chacun. Et on remercie à toutes les personnes qui nous ont suivis. On espère que ça vous a plu et on vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation sur Fashion Green Days. Merci beaucoup. Merci Natacha, merci à tous. Merci. Merci.